Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans la mémoire de la Martinique et je reçois Madame Manuela Yonying. Bonjour Madame, merci d'être à Zouk Télévision. Bonjour Monsieur Granier, merci à vous de me recevoir. C'est avec plaisir, d'autant que vous allez nous parler de choses très très importantes et intéressantes. Vous êtes directrice du domaine de la pagerie aux Trois-Îlets, j'ai failli dire au Fort-de-France, aux Trois-Îlets. Et vous m'avez déjà dit, on a tellement de belles choses, je préfère que vous puissiez les raconter aux téléspectateurs qui nous regardent. En quoi consiste donc exactement votre travail à ce domaine? Et puis, quelles sont les choses que vous avez mis en valeur, puisque j'ai l'impression que ce site a beaucoup évolué? Alors, le domaine de la pagerie est une ancienne habitation sucrerie Oui. qui est située en face du golfe des Trois-Îlets. Et le domaine de la pagerie, en 2015, change de gestion. Il passe d'une gestion associative par une association et il revient en régie à la collectivité publique, au Conseil général qui en est le propriétaire. Le Conseil général, à l'époque, reprend le domaine avec une vision de développement autre, tout simplement parce que le domaine s'étend et passe d'un simple espace muséal à un vrai complexe, puisque le Conseil général y adjoint deux autres espaces qui sont voisins. Le parc des Floralies, qui est un parc bien connu pour toutes les animations qui ont pu s'y dérouler, puis surtout la villa du docteur Rose-Rosette, qui a été le fondateur du site. Ce Martiniquais passionné de la Martinique et des Martiniquais, grâce à qui on a aujourd'hui ce musée. Donc, pendant 5 ans, de 2015 arrive la CTM qui soutient cette initiative. Nous travaillons à porter un diagnostic, voir ce qui s'y passe, comment les Martiniquais le vivent. Si les Martiniquais y viennent, s'ils n'y viennent pas, pourquoi ils n'y viennent pas? Nous nous rendons compte que la muséographie de l'espace musée pose problème parce qu'elle est ancienne, elle est polysémique, elle est centralisée, on va dire, sur la plantocratie créole, donc la famille de Joséphine. Elle est peu documentée. L'essentiel de la collection est concentré dans une ancienne cuisine, mais il est difficile de comprendre. Ce site est peu lisible. Donc arrive un coup d'arrêt qui nous a tous impactés, la crise sanitaire. Oui. Et nous nous posons la question, vous savez, quand on est en arrêt, on est dans la réflexion et dans le sens. Donc avec le personnel, nous nous demandons quelle voie suivre. Est-ce qu'à la réouverture, nous allons refaire pareil? Comme d'habitude. Puis arrivent 3 événements, j'ai envie de dire, qui nous portent. Le premier, c'est qu'il y avait un nettoyage des pierres du bâti de l'ancienne cuisine qui était prévu depuis longtemps, mais que nous reportions. Parce que qui dit nettoyage dit démontage de toute la collection. Le deuxième événement, c'est que nous devions organiser un chantier de fouilles archéologiques sur l'habitat Serville pour trouver la trace de ceux qui ont travaillé sur cette habitation. Cette étude devait supporter un chantier de fouilles en 2020. Covid, le chantier de fouilles est reporté, sauf que cette étude est livrée par une jeune martiniquaise, docteur en histoire, Jessica Pierre-Louis, et que pour nous, il est important de ne pas laisser cette étude dans des tiroirs. Elle doit être rendue publique. Puis le troisième élément, c'est que les héritiers du docteur Rose-Rosette nous avaient légué une partie du fonds du docteur Rose-Rosette en 2018. Voilà, avec le personnel, la réflexion commence. Nous nous disons, bon, comment convertir une pause imposée en opportunité de développement? Et nous voilà partis pour une aventure de démontage, de travail autour d'une nouvelle muséographie. Et pour répondre à votre question, voilà une partie de mes missions au musée de la pagerie, en tout cas dans le domaine, véritablement mettre en œuvre un projet de développement qui a été voté. Et c'est ainsi que depuis janvier 2021, nous présentons Martiniquais une toute nouvelle muséographie et une toute nouvelle histoire de ce site où tous les acteurs, tous ceux qui ont contribué au développement de ce site sont présents. Dont les esclaves. Dont les esclaves. Et vous avez fait une plaque, c'est ça, hein? C'est pas une plaque, le nom. Mur des noms. Le mur des noms avec le nom de 115 esclaves. Absolument. Aujourd'hui, la muséographie de la pagerie, elle occupe 4 espaces. Le premier espace, vous arrivez au musée, nous vous accueillons en vous expliquant tout d'abord ce qu'est une habitation. Parce que je crois qu'un patrimoine, il sert à la reproduction sociale. Si nos enfants demain ne savent pas ce qu'est une habitation et le travail du sucre, est-ce qu'ils sont toujours martiniquais? Donc, pour tous ces enfants et pour les visiteurs étrangers, nous les accueillons en leur disant
Voilà ce que c'est une habitation. Un espace agricole, un espace industriel, un espace bâti. Et nous présentons dans le premier espace l'origine de la propriété, comment l'habitation passe de la famille de Joséphine jusqu'à un Martiniquais, le docteur Rose Rosette, et nous en présentons le projet muséal qu'il avait à l'époque, en 1944, qui était de présenter la culture martiniquaise au monde entier, avec une vision touristique parce qu'il savait que la canne à sucre s'était terminée. Voyez la vision. Oui. Nous passons à un deuxième espace, puisqu'il n'est pas question de ne pas parler de Joséphine, mais il est question d'en parler autrement. Donc, nous présentons sa famille, l'alliance des deux familles, les tachères de la Pagerie, les Verchers de Sannois, leur mode de vie, et nous présentons Joséphine telle qu'elle a vécu à la Martinique jusqu'à ses 16 ans. Mais nous présentons aussi la problématique qu'elle pose à la Martinique. Et pour les Martiniquais, son rôle ou pas dans le rétablissement de l'esclavage, et nous intégrons même son buste étété avec de la peinture noire qui avait été vandalisée dans nos jardins. Oui. Nous passons au troisième espace, la partie industrielle, le moulin, vue sur la sucrerie, qui explique le travail de la canne à sucre. Mais déjà, travail de la canne à sucre, nous introduisons la force, les esclaves de la Pagerie. Et l'ancienne cuisine a retrouvé sa place d'ancienne cuisine. Nous démontrons comment est-ce qu'à l'époque on cuisinait avec un four, ce qu'était le chasse-pente pour l'eau, la créativité des esclaves, et nous avons redonné aux esclaves une place qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils étaient, comme dirait Christine Chivalon, invisibles sur ce site. Donc aujourd'hui, ils sont visibles, mais au-delà de cela, ils sont acteurs de cette visite. Et quand vous rentrez dans l'ancienne cuisine, nous avons reproduit un inventaire des 115 noms des esclaves en 1815. Vous découvrirez les hommes, les femmes, les prénoms qui étaient attribués à l'époque, leur âge, mais leur valeur, parce que leur valeur dépend de leur âge, du sexe, est-ce qu'ils peuvent reproduire, de leur métier. Vous verrez que le tonnelier a plus de valeur parce que c'est un esclave à talent. Nous parlons de la couleur de peau, le colorisme, puisque la mulâtresse vaut plus cher que la négresse. Nous présentons l'état des inventaires de 1815. Et comment vous avez eu toutes ces informations sur ces 115 esclaves, madame? Alors, parce que nous avions en 2019, très tôt dans le projet de la Pagerie, en 2015, nous nous étions fixés 2 objectifs. Le premier, faire tomber les murs entre les Martiniquais et ce musée, puisque vous et moi, nous savons qu'il y avait des murs. Tout à fait. Le deuxième, c'était que cet espace devienne un lieu de production de savoir et de recherche. Et donc, c'est ainsi que nous avons confié en 2019, cofinancé par la Direction des Affaires culturelles, une étude à une Martiniquaise brillante, Jessica Pierre-Louis, afin qu'elle nous produise une étude sur l'ensemble des esclaves de la Pagerie. Et donc, par un travail de fourmi, elle est allée aux archives, elle a consulté différents sites, différents lieux, et elle nous a retrouvé tous les inventaires qu'il y avait lors de la vente de l'habitation. Donc, on découvre que l'inventaire des esclaves est dans l'inventaire des meubles, de la petite cuillère, puisqu'à l'époque, ils étaient considérés comme des biens meubles. Donc, nous avons pu avoir à la fois les inventaires de 1807 et ceux de 1815 de manière très détaillée, les 115. Si vous arrivez à la Pagerie, nous appelons cela un petit peu le mur des noms, qui vous accueille et qui vous présente ceux qui ont permis que cette habitation soit prospère. Alors, ils ont fait partie de la vente comme meubles, en fait, comme les biens, comme le terrain ou la maison. C'est ainsi qu'ils ont été vendus. Exactement. Dans tous les actes notariés, quand il y a eu la succession s'est effectuée, on retrouve la trace de tout ce qu'il y a eu sur l'habitation. En quelle année, ça? L'inventaire, il date de 1815. D'accord. Donc, si vous arrivez à la Pagerie, nous vous présentons certes cet inventaire, mais à l'intérieur, au-delà des noms qui sont importants, cela veut dire que nous leur rendons un peu d'humanité, même s'ils étaient considérés comme des meubles. Comme des meubles, ouais. Mais c'est eux qui vous accueillent, qui vous disent voilà qui j'étais. Et au-delà de cela, dans l'ancienne cuisine, nous vous présentons, nous faisons des zooms sur le rôle de l'ADA. Quelle était l'organisation sociale? Qui étaient ceux qui étaient les esclaves domestiques? Dakou vous accueillera et vous dira, voilà, j'ai été jardinier. Quels sont ceux qui étaient les esclaves à talent, les tonneliers, les maçons, puisqu'il y avait des petits travaux. Puis nous avons quand même voulu, avec certes beaucoup de textes, mais expliquer à l'ensemble de nos visiteurs par une sorte de bibliothèque murale où chacun peut piocher un peu ce qui l'intéresse.
comment ces esclaves ont vécu au quotidien, quelles ont été les oppressions, ce qu'ils vivaient, quelles ont été leurs résistances, le marronnage, vous découvrirez les marrons de la pagerie, Grosjean, nous les présentons, vous découvrirez le marronnage sous une autre forme, Émilie, qui a eu un procès parce qu'elle était très proche de la mère de Joséphine et qu'elle a tenté de l'empoisonner par du verre pilé et qu'elle a été exécutée. Dans cet espace, les esclaves vous racontent leur vie. Et la date de Joséphine, c'était une dénommée Marion, je crois. C'était une dénommée Marion qui a été affranchie, qui a été une de celles qui ont été affranchies et qui a bénéficié d'un brevet de pension. Donc nous vous présentons le brevet de pension et au-delà de ça... Pardon, qu'est-ce que vous entendez par brevet de C'est-à-dire pension pour ceux qui nous Pour ceux qui nous écoutent, elle a été affranchie, mais elle a eu un traitement un peu particulier puisqu'elle a bénéficié d'un petit pécule mensuel lui permettant de vivre. Et vous me permettez de faire un zoom sur un troisième talent qui nous a accompagnés, Ivana Vaiti-Lingon, qui a été la scénographe. Parce que vous savez, la muséographie, nous voulons la refaire. Nous avons les textes de la muséographe Jessica Pierre-Louis, sauf que la pagerie n'a pas de mur. Je veux dire dans le moulin ou ailleurs. L'ancienne cuisine, nous voulions lui redonner une ambiance particulière. Encore un autre talent de Martinique, comme quoi quand nous travaillons ensemble, nous sommes plus forts. Et Ivana, en parlant de la DA, a reconstruit une petite ambiance avec la berceuse sur le rôle de la DA, ce qu'on a pu connaître après dans notre imaginaire créole. Donc il y a un espace qui parle de Marion, mais au-delà de Marion, qui parle du rôle des DA en général. Alors justement, une DA, c'est quoi exactement pour expliquer aux gens toujours Alors, dans la muséographie et dans l'histoire de la pagerie, c'est une esclave qui s'occupait des enfants des maîtres en particulier. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure en antenne que Joséphine n'a pas été accompagnée dans sa vie jusqu'à ses 16 ans par ses parents, mais bien par une DA. Et d'ailleurs, toutes les bibliographies ou tout ce que nous avons pu consulter nous montrent bien la relation qu'elle avait avec sa DA, qui l'éduquait à la fois sur les odeurs de la pagerie, sur la botanique, les fleurs de la pagerie. Aujourd'hui, la Malmaison est très connue en France pour être l'espace botanique de Joséphine. On peut s'interroger sur l'origine de cet amour pour la botanique et peut-être faire un lien avec ces esclaves qui avaient le rôle de la DA. Mais quel a été son rôle sur le rétablissement de l'esclavage, au fait? Alors, question à laquelle l'ensemble des historiens de Martinique ou d'ailleurs, Éric Noël, l'universitaire, avait tenu une conférence à la pagerie très tôt sur ce thème. À aucun moment, il n'a pu être prouvé qu'elle ait eu ce rôle, puisqu'à l'époque où l'esclavage est rétabli, la Martinique est sous domination anglaise. Nos guides à la pagerie vous expliqueront sera mieux que moi. Donc elle ne peut pas avoir poussé à rétablir quelque chose qui n'a pas été aboli. Autre élément que nous disent ceux qui ont un peu investigué sur cet aspect, Joséphine avait peu d'emprise sur Napoléon. Alors même ceux qui pensent que ça pourrait être fait sur l'oreiller, vu la considération de Napoléon dans ces secteurs-là, ce sont plutôt les lobbies qui avaient à gagner. Donc tous ceux qui bénéficiaient et jouissaient financièrement et économiquement, qui seraient plutôt à l'origine de cette décision. Donc en effet, nous avons un pan de mur qui aborde cette question parce que dans la muséographie, notre ambition est de faire revenir les Martiniquais dans ce lieu et que ce lieu devienne un lieu de débat, de discussion, devienne leur lieu. Donc nous avons tout un panneau qui aborde cette problématique qu'elle a posée et qu'elle pose toujours à la Martinique. Mais à vous écouter, ça donne même envie de voir une pièce de théâtre ou un film sur tout ce que vous êtes en train de nous dire. Parce qu'à vous entendre, là, on a envie, on revoit un petit peu dans l'imaginaire comment ça a pu se passer. Mais ça aurait été bien, je parlerai à la dame qui s'appelle Marie-Ange Ravin d'ailleurs, qui fait la place Bertin. Je vais lui proposer de vous rencontrer, voir comment on pourrait faire un spectacle à travers tout ça. Ben écoutez, avec plaisir, parce que moi je suis tellement en phase avec ce que vous dites, parce que pour nous ce sont des outils de médiation que nous cherchons pour transmettre aux jeunes générations.
Au mois de juillet, nous avons contractualisé avec le collectif Terre d'Art, parce que la pagerie, c'est un petit budget. Nous n'avons pas une équipe ni un budget énorme. Donc, le collectif Terre d'Art, porté par Cali, par José Exili. Et nous avons eu un conseiller scientifique, et pas des moindres, Dominique Rogers, qui nous a accompagnés, qui a validé ce travail, maître de conférence à l'université, mais surtout spécialiste de l'esclavage, et qui a coordonné l'ouvrage Voix d'esclaves. Donc, nous avons proposé au collectif de mettre en espace, en théâtre, en musique, 10 voix d'esclaves de la Martinique, puisque cet ouvrage va dans la même dynamique que ce que nous avons fait à la pagerie. Non, les esclaves n'étaient pas des biens meubles. Ils parlaient, ils s'exprimaient, ils avaient une opinion. Donc, nous avons choisi 10 voix d'esclaves que Dominique Rogers et d'autres enseignants ont retrouvé dans les minutes des procès, et nous y avons adjoint le procès d'Émilie qui a été travaillé par Jessica Pierre-Louis. Et en juillet, normalement, nous devrions théâtraliser dans les jardins de la pagerie ces voix d'esclaves. Ben, c'est une bonne nouvelle. Et vous savez, je me rappelle, j'étais au lycée de Trinité et j'ai été au Floali en fait. Le lycée nous avait emmenés au Floali, c'est comme ça que j'avais découvert à l'époque donc, ce site. Mais je dois vous avouer que tout ce que vous venez de me dire ce matin m'intéresse beaucoup plus que les fleurs que j'ai vues à l'époque où j'étais au lycée. En tout cas, vous avez fait un très très beau travail et je reste pantois face à ce mur des noms. Je pense que les Martiniquaises, les Martiniquais et ceux qui visitent le pays, n'oubliez pas de demander à aller visiter donc, la pagerie. Ce site, il est aux Trois-Îlets, pour ceux qui ne sont pas de chez nous. Et vous serez accueillis par une équipe dynamique et qui a fait un excellent travail. Madame Yang Yang, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce que nous avons dit. Juste dire aux Martiniquais, à nos visiteurs, que nous sommes ouverts tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 16h, y compris le samedi et le dimanche, et qu'à compter du mois de juillet, nous commençons une partie de notre programmation culturelle avec des ateliers de médiation à l'attention des adultes et des enfants, et avec de grosses conférences sur les esclaves de la pagerie. En fait, Jessica Pierre-Louis a suivi le parcours d'une famille esclave jusqu'à aujourd'hui. Depuis la prise de nom, après l'abolition de l'esclavage, une famille iléenne jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont envie de savoir d'où ils viennent. Elle donnera aussi des clés sur les recherches généalogiques. Je pense que c'est un moment important pour soi et pour notre pays. Est-ce que la visite est payante? La visite est payante, elle coûte 3 €, une somme totalement modique. Les ateliers sont payants, mais aussi une somme modique, parce que l'objectif, notre pari, c'est que les Martiniquais se réapproprient ce lieu, parce que c'est l'une des rares habitations où mène la puissance publique, et jusqu'à aujourd'hui, l'unique qui présente tous les acteurs et qui affiche les esclaves de ce lieu. Merci beaucoup. Merci pour votre savoir, pour tout ce que vous nous avez appris ce matin. Merci beaucoup. Merci aussi à Manuela Montlouis qui s'occupe de la réalisation de cette émission. C'est une autre Manuela. Oui. Vous voyez comment les femmes aujourd'hui prennent le pouvoir partout, hein, même dans les métiers dits d'hommes soi-disant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à Manuela et merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.